Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1110 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 novembre 2025. Cette émission vous est présentée par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jean-Michel Krief d'Objectif Bastille et le photographe Sébastien May pour cette masterclass consacrée à la photographie des grands singes. Alors, en guise d'ouverture de cette discussion et pour commencer et même continuer le travail de sensibilisation qui est très important, on vous propose d'écouter un extrait d'une interview publiée par Géofrance de Jeanne Goodall, une célèbre primatologue britannique qui est décédée le 1er octobre dernier à l'âge de 91 ans. Elle explique les raisons qui, selon elle, sont les principales causes qui mettent en danger les chimpanzés. On l'écoute. The worst problems today are the increase of the bushmeat trade, which is commercial hunting of wild animals for food, and some parts of Africa, chimp meat is appreciated. They get caught in the wire snares set by hunters for bushmeat, for antelopes or pigs. Probably the worst of all is the shooting of mothers to steal babies to sell, mostly to Asian countries. It's illegal, but it's happening. It's having a very damaging effect in some parts of Africa. And then the other one is disease, because as we move deeper and deeper into the forest, so they're so like us genetically, they can catch our human diseases. And then, of course, overall, there's the destruction of the habitat. And so that's when it hit me. If we don't help the people to find ways of making a living without destroying the environment, we can't save chimps, forests, or anything else. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Jeanne Goodall, Jean-Michel, peut-être pour commencer? On va dire, c'est la pionnière, c'est celle qui a ouvert la voie, c'est celle qui a mis la lumière sur les grands singes, les chimpanzés en particulier. Avant elle, on ne savait rien en fait, ou très 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 peu de choses. Et elle a montré ce qu'étaient les chimpanzés. Elle a ouvert la voie, et puis elle a plus que ça, c'est qu'elle n'a jamais cessé de défendre la cause des grands singes et de leur habitat. Et il suffit de lire Chimpanzee of Gombe, son premier livre, et en fait, tout est posé en fait. Tout a été observé. Elle avait vu énormément de choses en vraiment peu de temps. Et quand on est sur le terrain et qu'on travaille sur les grands singes, on se rend compte que ce qu'elle a fait au niveau scientifique en si peu de temps est considérable. Et puis elle a aussi, et ça c'est un petit peu notre, je dirais, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire des photos. Elle a montré que c'était important de parler, mais c'était aussi très important de montrer. Donc à travers des photos, à travers des films, très rapidement, elle a, avec son mari de l'époque, Hugo van Lovic, fait des photos sur le terrain et montré ce qu'étaient les chimpanzés. Voilà. Et ça, c'est très important. Son travail, il est trop important pour que je puisse le résumer en quelques mots, mais sans elle, évidemment, on n'en serait pas là aujourd'hui. De toute façon, il y a plein de docus, notamment depuis son décès, qui sont accessibles gratuitement sur Arte, notamment sur la plateforme d'Arte. Mais je crois qu'il y a une petite anecdote, non, personnelle. J'ai entendu ta femme en parler. La première fois que vous allez au Congo, vous tombez sur Jeanne Goodall. Oui, la première fois qu'on va, alors c'est pas au Congo, la première fois qu'on va en Ouganda, en fait, on revenait du Congo, on est parti en Ouganda, et c'était notre premier voyage en 1998 en Ouganda. Et dans l'avion, on rentre dans l'avion, et juste devant, on voit Jeanne Goodall. Donc on a été juste lui faire un petit message et lui dire toute l'admiration qu'on avait pour elle. Elle a été très gentille. Bon, à l'époque, on faisait pas de selfie, mais c'est peut-être pas plus mal. Ça, c'est autorisé. Mais bon. Voilà. Alors, elle évoque différentes raisons pour lesquelles certaines espèces de grands singes sont en danger d'extinction. Sébastien, est-ce que tu peux nous éclairer peut-être un petit peu plus en détail sur ces raisons? Elle évoque le commerce de la viande de brousse, l'abattage des mères pour le vol de leurs bébés, les maladies transmises par l'homme et d'une manière globale, la destruction de leur habitat. Alors sur les grands singes, il faut un petit peu
resserrer le spectre suivant les espèces qu'on considère, Ouais. parce que les menaces sont pas forcément strictement les mêmes partout. Par exemple, aujourd'hui, en RDC, enfin, le garrouille des montagnes en général, ne sont pas tellement concernés pour de la viande, pour des problématiques de viande de brousse. C'est Mais qu'est-ce ça. qu'on appelle la viande de brousse? Enfin, Eh moi, ben, je suis un peu novice ils tuent sur un le animal sujet. et ils le mangent, ou ils le vendent pour être mangé. D'accord. Sur des marchés Sur des marchés. En sauvages. mode Ça peut être du pangolin, c'est hein, des, ça peut être. des viandes qui sont annoncées avec des vertus particulières, j'imagine, hyper précieuses, hyper machin, Non, ou c'est de la viande de même pas? braconnage. C'est Non, juste de la viande, quoi. c'est de la viande, c'est de la C'est de la viande. viande, Alors, ouais. voilà, c'est de la viande et ils mangent la viande de brousse. Voilà, c'est aussi une coutume. Hein. On a ça en Asie C'est- aussi, et c'est vecteur de maladies. Mais on en a parlé pendant le Covid, notamment par rapport au pangolin. Et donc oui, par exemple, si on regarde les gorilles de montagne qui ne sont pas trop concernés, les Ouais. gorilles de grower un petit peu plus, ils ne sont pas des cibles. Ah, faut que tu expliques la différence entre. Tu l'as fait très bien dans ton livre, mais il y a une nuance, effectivement. Il y a Les une gorilles de nuance. growers En fait- sont plus trapus, plus En massifs. fait, il y a 4 sous-espèces de gorilles regroupées en 2 espèces à chaque fois. Donc vous avez ouest et est, très schématiquement. Et à l'est, vous avez les gorilles de montagne et les gorilles de grower, qui sont très voisins. Hein. Ils sont par endroits, entre Grèce et Virunga, il y a peut-être quelques centaines de kilomètres. Ils vivent pas tout à fait dans le même biotope, donc par l'adaptation, ils sont sensiblement différents. Ils ont une vie sociale qui est différente aussi. Et le grower est le plus gros de tous les primates. On va dire qu'il a sensiblement visuellement la taille d'un gorille de montagne, sauf que le gorille de montagne est très très poilu parce qu'il vit assez en altitude. Donc on n'a pas un choc visuel extrêmement fort, mais c'est le plus costaud, le grower. Alors, Et- question naïve, est-ce qu'il y a des dos argentés chez les growers aussi, enfin dans les deux? Il y a des doigts argentés gorilles. partout. Un doigt argenté, c'est juste un mâle sexuellement adulte. Ok. Donc, une fois qu'il est adulte, il a les poils du dos qui grisent sur le dos et il devient doigt argenté. Donc, tous les mâles deviennent doigt argenté à un moment ou à un autre. Elle évoque aussi le vol des bébés. Dans quel but ces bébés sont volés? Alors, en ce moment, il y a une explosion, on va dire, même du braconnage des animaux pour la vente des bébés. Ça part, on va dire, Jean-Michel en marchera, mais bon, il y a un peu l'Arabie Saoudite. En ce moment, en Inde, il y a un milliardaire qui se fait un zoo hors norme et il récupère tout ce qui existe. C'est simple, parce qu'il y a des animaux, vous avez a priori des gorilles de grower, des gorilles de montagne, qui sont des animaux qui ne peuvent pas être exportés aujourd'hui. Et dont on sait en plus pour les gorilles de montagne qu'on a toujours été incapable de les maintenir en vie en captivité. Ça n'a jamais fonctionné, y compris en RDC, les animaux qui ont été sauvés après l'assassinat de la famille et qui étaient sur l'image de Brent Stenston dont on parlait tout à l'heure, qui étaient dans le centre de Senkwekwe, n'ont pas survécu. Aujourd'hui, ils sont tous décédés de raisons diverses, de stress ou autres, mais on n'a jamais réussi à les maintenir en captivité vivants. Et là, on parle du vol d'animaux vivants, hein, c'est bien Ah, mais- ça. et Du puis, trafic. du trafic. Plus que du travail. trafic que du vol, excusez-moi. Ouais. Ah ouais, non, mais Mais bien sûr. vraiment, et je vous encourage à lire l'article du Monde qui est paru hier ou avant-hier là-dessus sur les animaux qui ont été envoyés en Inde, parce que c'est du trafic, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à falsifier des documents CITES quasiment, en fait, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est des faux, mais en l'occurrence, on exporte des animaux qui sont protégés, donc c'est totalement interdit. Donc en faisant un faux trafic, voilà, et c'était réellement une catastrophe. Ça fait des années, du coup, que tous les deux, vous êtes sur le terrain. Comment vous ressentez les choses sur l'évolution de ces problématiques-là, sur la préservation de ces espèces, que ce soit dans des environnements naturels comme les réserves en Afrique, ou même en captivité dans des zoos plus occidentaux? Bah, sur les eaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur les eaux? Les eaux, c'est juste un moyen de préserver les espèces qui sont là, qui sont vivantes. C'est pas, on préserve pas une espèce avec un zoo, hein, c'est évident. Mais bon, les zoos sont là pour être, voilà, pour montrer aux gens. Alors après, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? On peut en débattre. Maintenant, sur la condition des grands singes en milieu naturel, bah, toutes les espèces de grands singes sont en danger d'extinction. Toutes, avec des niveaux différents.
mais elles sont toutes en danger d'extinction. On peut les citer peut-être ces espèces-là? Parce Alors, il y en on a. parle des gorilles, on parle des Alors, chimpanzés, il y il a y le a, bonobo, il y a 7 espèces de grands singes. OK. Donc, il y a 3 espèces d'orang-outans, 2 de gorilles, 2 de chimpanzés. On pourrait même dire qu'il y a 8 espèces de grands singes. Il n'y en a qu'une qui n'est pas en extinction et c'est la nôtre, hein, c'est les hommes, on est des grands singes. Mais nous, on n'est pas du tout on est plutôt en extension, voilà. Mais voilà, elles sont toutes en danger. Donc, on peut pas, on peut pas simplement dire, c'est pour ça que c'est compliqué de parler chaque espèce à Ses on va ses spécificités. spécificités, Ouais. son danger. Évidemment pour les pour les orang-outans, la réduction de l'habitat, c'est une catastrophe, donc on le voit tous les jours. On peut faire aujourd'hui des choses ici, en France, en Europe, en Par Occident. rapport à l'huile de palme, tu Bien penses? sûr, Enfin, par exemple, hein, mais par rapport à l'huile de palme, par rapport au thé que vous allez consommer, par rapport au cacao que vous allez prendre au petit déjeuner. Le petit déjeuner, j'ai envie de dire, c'est vraiment C'est la clé. c'est la clé. mais c'est vrai, on en rigole, mais c'est Mais effrayant quand on regarde de près un petit peu la consommation. Bah, une certaine marque de pâte à tartiner. Ouais, on va le dire, c'est le Nutella. Voilà, Faut Nutella oublier, voilà, oublier le Nutella. Il y a d'autres ouais. pâtes à tartiner. Ah Je vous ouais, le dis, ouais. on le dit, on le répète. C'est les forêts de Bornéo, hein, notamment, Les, qui sont les forêts de saccagées. Bornéo, voilà, les forêts de Bornéo, d'Indonésie, de Sumatra, voilà, Mm. et c'est vraiment un danger incroyable pour les orang-outans. Après, pour les chimpanzés, suivant le pays, vous avez évidemment du braconnage dans certains pays. En Ouganda, dans l'endroit dans lequel on travaille, on a peu de braconnage, ou en tout cas pas de braconnage direct plutôt. On a du braconnage qui est du braconnage indirect, c'est-à-dire que des pièges sont posés pour manger de la viande de brousse, qui sont plutôt des antilopes, et les chimpanzés sont les victimes collatérales de ces pièges. Et donc, ils sont extrêmement touchés par ça, mais c'est pas directement, ça leur est pas directement attribué, Hmm. visé, pardon. Tu évoquais 8 espèces différentes de grands singes. Bon, j'imagine que vous êtes au courant, mais en 2017, il y a une nouvelle espèce d'orang-outan qui a été découverte en Indonésie. Et le photographe Maxime Aliaga était au cœur de cet événement. On l'écoute nous raconter cette aventure qui a lui aussi changé sa vie. Il y a quelques années, en fait, je suis parti, en reportage pour suivre le travail d'une ONG qui travaille sur la conservation des orang-outans de Sumatra et c'était, ma première fois et quand je suis arrivé là-bas, je me doutais pas qu'il allait en découler, tout ce projet, notamment le livre, les expositions, les reportages ensuite et donc je suis parti travailler pour cette ONG pour leur fournir des images en fait, qui ensuite, les aident pour leur communication interne, pour trouver des fonds, tout ça et en fait, dans cette, 1re rencontre avec l'association, c'était en 2017 déjà, je suis arrivé à un moment un peu charnière, un peu clé parce qu'en fait, ils m'ont dit: «Écoute Maxime, dans 6 mois, on va annoncer au monde qu'on a officialisé, découvert une nouvelle espèce d'orang-outan». Donc c'était assez extraordinaire, pour moi d'être, pris dans ce projet-là et donc l'idée, bah, c'était d'aller faire des images de cet orang-outan, qui est donc l'orang-outan de Tapanuli, qui est la 3e espèce qui a été décrite donc en 2017 et il y avait pas d'image, il y avait pas de photo et donc je suis parti pendant 2 semaines en exploration avec une équipe de scientifiques dans les forêts de Sumatra pour tenter de trouver et photographier cet orang-outan. Ça n'a pas été facile parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup. On dit qu'il en reste entre 700 et 800 et finalement, j'ai réussi à faire quelques images, lors de cette première expédition et en fait, ces images ont vraiment servi à présenter l'espèce au monde parce qu'après il y a eu des dossiers de presse, tout ça et du coup, mes images ont été publiées vraiment dans le monde entier et ça a été vraiment un tremplin et un déclic parce que, bah, d'une part, d'un côté professionnel pour mes images, mais surtout d'un côté personnel, d'avoir vécu cette aventure dans les forêts, de rencontrer cet orang-outan aussi rare et ça m'a donné envie de m'impliquer encore plus pour cette cause et donc après, bah, j'ai continué ce travail avec cette ONG qui ont plusieurs stations scientifiques, à Sumatra du coup et après, bah, de là, on a découlé une exposition, mon livre Pango,
Le fait d'avoir gagné le grand concours de Montier-Anders aussi, ça a mis une exposition aussi sur les orang-outans, m'a fait connaître encore plus. Et donc voilà, c'est un long cheminement comme ça sur 4-5 années, vraiment impliqué à fond sur les orang-outans, quoi. Dans quel cadre est-ce que vous partez sur le terrain pour photographier ces animaux? Est-ce que c'est un travail de commande? Est-ce que c'est du reportage? Est-ce que c'est un travail scientifique ou est-ce que c'est un travail personnel, Sébastien? Dans mon cas, c'était essentiellement un travail d'auteur. Les dernières fois, dans les Virunga et au parc national de Cahuesi-Bega, Florence a essayé de nouer des partenariats de conservation avec les 2 entités, donc on a été amené un peu plus discuter, avec eux et elle continue aujourd'hui à travailler avec les Virunga. Donc pour le travail sur les gorilles, c'était essentiellement un travail d'auteur et depuis, je me suis investi dans une association à Madagascar sur les lémuriens, où là, pour le coup, c'est du travail de documentation, sur les actions de conservation de terrain. Et toi, Jean-Michel? Alors moi, c'est un peu tout à la fois. Alors, quand on suit une primatologue qui est mon épouse, bien sûr, donc c'est un travail de longue haleine. Ça ouvre des opportunités. On va dire que ça ouvre des opportunités, bien sûr, mais c'est aussi c'est un travail sur plusieurs années de suivre un travail de recherche. Donc j'illustre le travail de recherche. C'est parfois des commandes presse. Et puis aussi, c'est de suivre une communauté de chimpanzés sur plusieurs années et de suivre non pas des espèces, mais de suivre des individus. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de suivre des individus chimpanzés sur plusieurs années. Donc, Qui ont des noms, du coup, qui qui ont sont... tous été nommés, évidemment. Alors, on nous demande parfois, on nous dit, mais pourquoi vous les nommez pas? Tout simplement parce que si vous êtes sur le terrain et que vous les suivez, vous n'allez pas dire, tiens, ça vole à numéro 48, non, ça c'est 47. Voilà, donc donnez des noms. Et il y a vraiment des personnalités très différentes sur les chimpanzés. Et ce qui est très intéressant au niveau du travail de recherche de Sabrina, mais aussi au niveau photographie, parce que ils ont des comportements différents. Il y a des chimpanzés qui sont plus timides, il y a des chimpanzés qui se laissent approcher un tout petit peu plus. Donc, alors, bien sûr, on garde cette distance de sécurité qui est de 8 mètres, mais qui se laissent photographier, qui prennent bien la lumière. Et puis, c'est ceux qui sont, il y en a qui sont vraiment très très beaux, je dis voilà, et qui un certain type de lumière, avec un certain angle, on arrive à faire des très belles images. Puis d'autres, c'est un peu plus difficile. Bah, c'est plus difficile, d'autant plus que ce sont des singes arboricoles, un peu comme les orang-outans, donc ça vit dans les arbres, ça doit pas être facile Alors, à photographier tout le temps, non? alors pas C'est- tout à fait, parce que les Ouais. chimpanzés vont se nourrir dans les arbres, mais le plus souvent, d'abord, ils se déplacent au sol, et ils se reposent au sol. Et comme un chimpanzé, alors surtout euh, davantage les mâles que les femelles, mais quand ils sont en groupe, ils viennent, en fait, ils montent dans l'arbre, ils mangent, ils redescendent et ils s'allongent au sol, et ils dorment tous ensemble au sol. Et quand on a, ce qui est le cas aujourd'hui, une communauté de chimpanzés bien habituée, on est à côté d'eux à quelques mètres. Et il y a quelque chose quand même que souligne Maxime Aliaga, enfin du moins son expérience et cette photo qu'il a prise et la découverte d'une nouvelle espèce, c'est que la photo, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que ça peut servir. Il y a la belle image, tu en parles, Bien la sûr. belle lumière, etc. Mais il y a aussi l'identification et il y a peut-être la découverte. Et ça, c'est quelque chose Enfin, tu y penses parfois Alors, sur le terrain? moi, j'y pense tout le temps parce que je suis avec Ouais. Sabrina et que Sabrina, c'est une scientifique. Et ce qu'il a, en fait, on a, mon œil photographe a grandi avec ses connaissances en même temps. Donc, on a grandi un peu ensemble. Donc, je suis aussi là pour illustrer son travail. Et elle est là aussi pour regarder et observer. Donc, le premier outil d'un photographe, c'est une paire de jumelles. C'est essentiel sur le terrain. Alors, je me souviens que de mes premières images où je dis tiens, regarde, celle-là, elle est très belle comme photo, celle-là, elle est belle. Elle me dit oui, mais tu vois, regarde, quand il mange du phytolacate dodecandra, c'est une espèce intéressante, et je pense qu'il y a des activités médicinales dessus. J'aimerais bien que tu aies une photo, mais ça dure une fraction de seconde. Donc, arriver à faire cette photo-là, quand j'ai réussi, voilà, j'étais très très content. Et c'est ça donc illustrer un travail, il faut être extrêmement précis. On va jamais publier une photo d'un chimpanzé qui mange des feuilles d'anélema et dire ah bah tiens, ça c'est des feuilles de ficus. Non, jamais. Voilà, il faut toujours dire exactement ce que l'on fait. C'est une précision scientifique, mais aussi une précision photographique. Bah, qui est d'autant plus importante. que c'est vraiment le sujet de ton épouse. On va en reparler tout à l'heure en écoutant son témoignage.
Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse là, qu'on enlève la casquette du photographe, qu'on enlève la casquette du scientifique, qu'on mette de côté un peu les problématiques de ces animaux, mais j'aimerais qu'on parle un peu d'émotions et de sentiments. Qu'est-ce que ça fait quand on rencontre des animaux comme ça dans leur environnement naturel, Sébastien? D'abord, si vous y allez, c'est que vous êtes un peu sensible à la chose, et tous les gens qui sont sensibles à ça, toutes les rencontres avec les grands singes et gorilles, chimpanzés, c'est extrêmement fort la première fois. Je vais dire encore plus pour les gorilles et les chimpanzés parce qu'il y a une certaine proximité naturelle qui est plus aisée. Les orang-outans, malheureusement, souvent, on les voit en haut des arbres. Mais gorilles ou chimpanzés, quand vous les avez, ne serait-ce qu'à une dizaine de mètres, il n'y a pas besoin d'être collé contre. Enfin, vous avez l'impression de voyager dans le temps par moment. C'est-à-dire que vous voyez la naissance de l'humanité, vous voyez des hominidés, vous avez l'impression de voir une famille fonctionner normalement, vous êtes là spectateur. Avec l'habituation, on a la chance d'être observateur sans trop perturber, même si il y a des nuances à poser, surtout sur les visites touristiques. Mais ouais, c'est un moment extrêmement fort. Et je me souviens que ma première visite au gorille, le matin, quand on est parti, le palpitant, enfin, on aurait passé le bac, c'était la même chose. Et j'ai pas pu faire d'image pendant le premier quart d'heure parce que c'était, voilà, pour moi, c'était extrêmement fort d'être sur les pas de Diane Fossey. On a reconnu des choses, on était à côté des volcans qu'elle a décrits, on retrouvait les animaux qu'elle a décrits. C'était extrêmement, extrêmement puissant. Ouais. T'as une anecdote, Jean-Michel, d'émotion à Alors un moment donné? j'en ai énormément des anecdotes, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà quand on rentre en forêt, la première chose quand on se rapproche des chimpanzés, c'est l'odeur. On sent leur odeur, on sent leur présence. Et en fait, le pour moi, le plus intéressant, enfin le plus passionnant, c'est au moment où le chimpanzé ne s'occupe plus de vous. Et quand on est arrivé à ça, à ce que le chimpanzé ne s'occupe plus de nous et ne nous regarde plus quelque part, ben là, on s'est dit, voilà, on a franchi quelque chose, on a franchi une étape. Et à partir de là, alors parfois c'est un peu déroutant parce que quand il s'occupe plus de vous, bah, il vous regarde plus. Donc il tourne la tête. Voire il tourne le dos. Voilà. Donc chimpanzé qui tourne le dos, bon, c'est super, mais en photographie, c'est pas top. Mais ça, c'est vraiment la première chose. Après, c'est évidemment des jeunes chimpanzés qui vont nous observer parce qu'ils nous connaissent moins, évidemment, et qui veulent essayer un peu de s'approcher sous le regard de leur mère. Il y a tellement de moments extraordinaires, mais on pourrait en décrire tellement, mais c'est vraiment c'est ce regard, c'est cette douceur. On va maintenant parler un peu matos et conditions de prise de vue sur le terrain. Et on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Thomas Nicolon qui nous parle de son équipement et de son nouvel ouvrage consacré au Congo, un pays qu'il arpente depuis plus de 10 ans. L'ouvrage que je m'apprête à publier, il s'intitule Congo. Alors Congo avec un K déjà, parce que c'est un hommage au royaume Congo qui existait en Afrique centrale avant la colonisation. Et dans cet ouvrage, on va retrouver 10 ans de reportages dans le bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale de la planète, région vitale pour l'avenir de l'humanité. Et ça fait 10 ans que j'y travaille, ça fait 10 ans que j'y fais des reportages sur l'environnement pour National Geographic, Le Monde, Géo, et cetera. Et donc j'ai rassemblé mes meilleures images de 10 ans à arpenter cette grande forêt, d'Afrique centrale. Et donc on y retrouve, la vie sauvage avec toutes les espèces emblématiques de cette région, mais aussi des photos de biologistes qui travaillent quotidiennement sur le terrain pour étudier, la faune, aussi des photos de communautés locales, communautés autochtones aussi parfois avec les Mbouti, les Baka, et cetera. Et on va aussi, retrouver, des images, de braconniers, de chasseurs avec lesquels j'ai pu passer du temps pour essayer de comprendre un petit peu toutes les dynamiques, qui sont en jeu dans cette région. Donc en gros, c'est un ouvrage qui fait voyager le lecteur à travers l'Afrique centrale et cette grande forêt d'Afrique centrale. Alors, en travaillant, principalement en forêt tropicale humide, c'est sûr qu'il faut que je pense au matériel.
Le matériel que j'emporte va dépendre, beaucoup de la mission dans laquelle je m'embarque. Ça va dépendre de ce que je vais photographier. Est-ce que c'est, une mission qui est simplement du photojournalisme? Auquel cas, au niveau objectif, c'est beaucoup plus simple, parce que, si c'est une mission vie sauvage, forcément il y a davantage d'objectifs avec des téléobjectifs aussi. Si on rajoute à ça du caméra piège, il faut que j'emporte encore plus de boîtiers et de matériel pour installer des caméras pièges dans la forêt. Donc ça dépend un petit peu. En tout cas, au niveau, robustesse, je travaille avec, les boîtiers haut de gamme les plus robustes, c'est-à-dire dans mon cas, chez Canon. J'utilise le Canon R1 ou le Canon R3 qui sont les boîtiers les plus robustes qu'on peut trouver chez Canon et qui me donnent une grande tranquillité d'esprit. Je sais qu'ils peuvent tomber, dans la forêt ou tomber sur des rochers. Je sais qu'ils peuvent, se retrouver dans la boue, sous la pluie, dans l'humidité et qu'il y aura pas le moindre problème. Donc vraiment, j'insiste à travailler avec ce genre de boîtier et puis après au niveau objectif, ça dépend bien évidemment de ce que je vais photographier. Si c'est des gorilles, un 300 millimètres, c'est la longueur focale idéale, puisqu'on est relativement proche, des gorilles. Ensuite, si, il faut photographier davantage les oiseaux ou des animaux qui vont être un peu plus loin, bon, on va passer sur du 400 ou voire du 600. Disons que, le kit idéal, c'est, 2 boîtiers avec un grand angle sur l'un des 2 boîtiers, donc par exemple le 28-70 f2 de Canon et sur le deuxième boîtier un 300 millimètres et là on est paré pour les gorilles puisqu'on peut faire des plans rapprochés et des plans larges aussi. Bon, c'est des belles configs là quand même, hein. C'est pas vraiment léger, hein. Pourtant, faut être endurant pour marcher dans la forêt, aller voir les gorilles ou les chimpanzés au plus proche. Là, il a choisi une config, c'est du lourd, quoi. Vous partirez avec ça, vous aussi? Alors moi, j'ai perso mon R1, mon Ah oui, 402.8, d'accord. mon 70-200, 24-70, voilà. Donc oui, oui, je pars avec du lourd. Après, c'est pas, je pense que ce qui est important, et en l'occurrence dans ce qui me concerne, c'est vraiment d'avoir le matériel idéal, mais on se rend compte qu'il faut vraiment avoir du matériel qui soit très bon à haute sensibilité quand on est en forêt tropicale. Donc et c'est la différence, elle se fait là. Après, une différence qu'il y a entre la gamme R3, R1 et les autres, c'est la qualité de l'exposition. Vous avez, Thomas en parlait et j'ai conseillé à Thomas de prendre du R3. Au début, il avait que du R5, qui est un excellent boîtier. Et j'ai dit à Thomas, tu devrais prendre du R3 pour la forêt tropicale. Il m'a dit, t'es vraiment sûr? Et je lui dis oui. Et je lui dis, tu verras pour l'exposition, pour la qualité de l'exposition, pour vraiment la qualité des fichiers. Et ben, il m'a appelé du Congo et il m'a dit, écoute Jean-Michel, je suis en train de regarder les images. Putain, t'avais raison, c'est super. C'est quoi, c'est la génération de capteurs qui a joué? Alors, c'est la génération capteur, mais c'est aussi en fait un processeur sur les R3, R1 qui fait une différence. On a vraiment une stabilité. DigiKix. Ouais, et puis on a une stabilité dans l'exposition et dans la montée en sensibilité où on n'a pas ce qui peut arriver parfois avec d'autres boîtiers, où on a des fois des montées en magenta ou des dérives un petit peu au niveau des rendus couleurs. Et on ne l'a pas avec des R3, R1, et ce qui fait quand même la petite différence, mais qui est très très importante sur la photo en forêt tropicale. Mmh. Alors les grands singes, on l'a évoqué, hein, ils sont souvent perchés dans les arbres, dans une végétation qui est dense. Sébastien, qu'est-ce que cela induit niveau caractéristiques optiques et performance autofocus pour changer de thématique de l'exposition? Alors justement, ouais, je travaille essentiellement sur les gorilles et les gorilles, on les a au sol. De temps en temps, exceptionnellement, j'ai eu un de argenté dans un arbre. À la limite, ça tient pas sous de la photo documentaire parce que c'est pas si souvent qu'ils montent. Et surtout quand on voit 200 kilos, on dit ouais, il y a l'aise quand même, hein. Et la difficulté, moi, que j'avais longtemps sur les gorilles, surtout en réflexe, c'est qu'ils ont les arcades sourcilières très proéminentes. Et donc, quand vous allez à la sol, l'autofocus, même, je suis longtemps resté en petit capteur, hein, parce qu'avec un 302.8, du coup, j'avais du matériel qui était léger, qui était relativement transportable. Sous qu'au gorille, on abandonne nos sacs avant d'aller aux animaux. Et donc, il faut tout porter sur soi. Alors, même avec un gilet équipé, ça devient assez vite compliqué. Si vous avez deux boîtiers, quelques objectifs, il faut être très organisé.
Et le problème que j'avais, c'était souvent de taper sur l'arcade, d'aller vraiment chercher l'œil qui était plutôt dans l'ombre de l'arcade sourcilière. S'il fait beau, c'est mort. Si vous avez un plein soleil, là, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. C'est heureusement pas si souvent que ça, mais ça peut arriver parce que les gorilles peuvent sortir en lisière de parc et là, ils sont en plein soleil. Sinon, ouais, la difficulté, c'est bien d'aller chercher l'œil chez ces animaux. Donc, la reconnaissance de l'œil sur les dernières générations de boîtiers a quand même apporté un. Il n'y a pas de mode dédié aux gorilles. Hein. Non. Mais ça De temps en C'est temps, le ça même que saute. pour les humains, C'est- j'imagine. Hein ah non. Non. Ah non, c'est pas le même. Alors, juste pour l'anecdote, lors des derniers JO à Paris, j'ai eu le plaisir de rencontrer un ingénieur de chez Canon qui a conçu l'autofocus des R3, R1 et R5. Et donc, j'ai eu ce plaisir d'échanger pendant 1h30 avec lui. Et donc, je lui ai dit, écoutez, vraiment, je lui ai dit, votre AF, il est incroyable parce qu'il va choper les oiseaux, vous n'arrivez même pas à voir que vous avez fait une photo, vous shootez en rafale, il va choper l'œil. Par contre, les grands singes, ça marche pas très bien. Et donc, ils étaient. Il t'a fait un mode gorille. Bah, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, et ils ont discuté entre eux. Et ils étaient 3, ils ont discuté entre eux. Il m'a dit, oui, je vous avoue qu'il n'y a pas de mode pour les grands singes. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que vous. Donc, du coup, vous me préconisez. Je lui dis, humain. Il me dit, non. Animaux, pas sûr. Alors, il me dit, peut-être animaux ou sinon aucun. Voilà. Et je lui dis, mais vous pourriez pas. Il me dit, bon, je note, j'essaye de vous faire un mode mode grand dédié. singe. Donc, voilà, je vais leur relancer. On va encore. scruter les mises à jour à venir alors. Ouais, c'est marrant. Tout à fait. Et par contre, en introduction, là, dans l'émission, tu parlais de la vidéo. On parlait de ces outils hybrides qui permettent maintenant de faire les deux. Est-ce que vous avez la tentation parfois de switcher photo, vidéo, ou alors ça reste uniquement de la photo? Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, il faut un moment. On avait fait un petit doc avec ma femme il y a quelques années pour la RTBF. Mais à ce moment-là, on filme. On filme et on fait que filmer. Voilà. Et quand j'avais également fait un format court pour Brut qui m'avait demandé un document de 10 minutes sur la vie d'une primatologue, donc du matin au soir. Et quand j'ai fait ça, je l'ai fait pendant quelques jours, donc pendant une semaine, je crois. J'avais tourné. Et moi, je ne peux pas switcher de la photo à la vidéo. C'est trop compliqué. C'est pas la même façon d'écrire une histoire. C'est pas la même façon de se positionner également. Donc, je ne peux pas. Par contre, oui, on peut, avec le même outil, faire de la photo et de la vidéo. Aujourd'hui, avec n'importe quel boîtier hybride, on fait de la photo et de la vidéo de façon, je ne vais pas dire quasi, totalement professionnelle. Alors Sébastien, donc toi tu travailles sur le terrain, dans les réserves, mais tu travailles aussi en parc zoologique. Bon, j'imagine que c'est quand même pas tout à fait les mêmes contraintes dans les deux cas. Comment ça se passe quand tu es dans le parc zoologique? Est-ce que tu as accès à l'intérieur des enclos? Est-ce que tu es derrière les protections en verre ou comment on appelle ça, Les verrières. les enclos? Enfin, comment Les ça se passe? volières. Tout ça. Non, en fait, ça dépend des institutions, on va dire, mais dans l'ensemble, tout se fait depuis les parties publiques. Hein. Vous avez Ok. rarement un gain à aller depuis les parties privatives, enfin depuis les parties coulisses qui sont utilitaires. Il y a des grilles, c'est quand même des animaux qui sont solides, donc faut que les animaux vous connaissent. C'est-à-dire que si on commence à faire rentrer des gens qui connaissent pas trop sur des secteurs privilégiés, ça va les stresser, ça va désorganiser le groupe, c'est pas souhaitable. Donc tout se fait depuis les parties publiques. Après, suivant les cas, ils sont plus ou moins loin. Vous avez des conditions qui peuvent être très variées, même si là aussi, il faut éviter d'éviter, c'est la palissade de dire ça, mais le grand soleil. En fait, des photos d'un gorille en plein mois d'août, c'est des photos souvenirs, mais vous pourrez pas en faire grand-chose. Sinon, les institutions, vous en avez qui sont très diverses. Vous avez des singes à côté de Poitiers qui permet d'avoir des environnements extrêmement naturels. Les animaux sont par contre relativement loin, donc il faut de la focale pour aller les chercher, surtout les chimpanzés. Voilà, sinon, l'important, j'ai envie de vous dire, c'est comme en forêt, c'est d'essayer d'être relativement transparent avec les animaux. Même si vous êtes tout seul, dès que vous allez franchir un garde-corps, c'est une anomalie dans leur environnement, vous allez commencer à les perturber. Et en fait, les bonnes images, c'est pas un animal stressé. Un gorille stressé, il a les lèvres pincées, il y a des signes, il est tendu. C'est pas privilégié, tout simplement. Et donc tout faire depuis les parties publiques, c'est le plus simple, même si il y a des fois, les animaux sont assez loin quand même. Et comme aujourd'hui, on a tendance, heureusement, à vouloir leur donner de plus en plus d'espace, ils choisissent où ils veulent être, et donc ils sont souvent de plus en plus loin. Et juste pour en revenir
conditions de prise de vue et au matériel en forêt, notamment pour l'entretien. Comment vous procédez chaque jour? C'est-à-dire, il peut y avoir de la condensation avec l'humidité. Est-ce que vous prenez des précautions particulières au jour le jour, nettoyage de capteurs, des objectifs, ou c'est tellement un roc que finalement vous y retournez le lendemain sans y toucher? Alors, quand on reste, moi en général, je reste pas plus d'un mois. Donc un mois, il y a pas grand-chose à faire si ce n'est de nettoyer le matériel je dirais presque quotidienne, hein. Et puis ça dépend des saisons. Quand on est en saison des pluies, il y a plus d'humidité, donc il faut un peu plus nettoyer. Le capteur, en général, si je le nettoie une fois, c'est un maximum, même voire souvent je ne nettoie pas. Ça dépend du nombre de fois où vous changez d'objectif et que vous le mettez à l'air. Les problèmes d'humidité, ils arrivent quand vous restez longtemps sur le terrain, dans des conditions où il n'y a pas de clim, vous êtes. Voilà. Donc au-delà de 2 mois, peut-être, en continu, où là, il faut prendre des précautions. Avant, non, il n'y a pas trop de risques. Le matériel est robuste, il faut juste bien. Je dis souvent aux photographes qui viennent me voir, je leur dis le matériel est robuste, ça ne veut pas dire qu'il faut pas y faire attention, en fait. Donc si. Quand vous avez fini, vous remettez les bouchons, vous le remettez bien dans le sac, vous l'essuyez. S'il y a de la boue, des choses comme ça, il n'y a pas trop de risques, hein. Mmh. Bon, là, on évoque évidemment des configs à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Jean-Michel, si tu reprends ta casquette de revendeur spécialisé, qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme configuration un peu plus raisonnable à quelqu'un qui a envie de se lancer un peu dans cette aventure? Surtout que c'est pas donné, hein. Aller voir les gorilles Oui, entre déjà, le il y a billet un max, d'avion on va en parler tout à l'heure, Ouais, il y a un max de thunes à prévoir pour le voyage. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, on peut trouver du matériel de qualité dans toutes les marques, les grosses marques du marché, à des prix qui sont tout de même beaucoup plus contenus qu'ils ne l'étaient à l'époque. Donc, si vous allez chez Canon, vous pouvez très bien commencer avec un EOS R7. C'est un très bon boîtier pour faire de la photo animalière. Vous avez alors, si vous voulez aller jusqu'au plein format, l'EOS R6 Mark II ou Mark maintenant le 3 Mark qui III arrive, ouais. qui arrive. Donc voilà, qui sont des boîtiers, extraordinaires. Et de la même façon, chez Nikon, vous allez trouver le Z6 ou voire aller sur un Z52, hein, chez Nikon. Et pareil chez Sony avec la gamme des Alpha 7, Alpha 7 IV, et sinon du 6007 en APS-C. Donc voilà pour les optiques. Du Pour les micro 4 boîtiers, tiers, pardon. micro 4 tiers, ce serait envisageable par rapport à ce que tu disais sur l'exposition, sur la montée en ISO surtout, où C'est on plus est à la limite compliqué. là. C'est un Ouais. peu, voilà, c'est un peu la limite. Après, tout dépend des sites, en fait. Vous avez des endroits où c'est beaucoup plus ouvert. Donc là, en l'occurrence, le micro 4 tiers peut très bien convenir. Maintenant, quand vous êtes en forêt tropicale, ce Mm. qui est un peu plus mon cas, le micro 4 tiers, c'est un peu petit. Voilà. Alors, bien entendu, les grands sages sont des animaux sauvages qui nécessitent des techniques de prise de vue particulières, mais aussi une attitude adaptée. On en a beaucoup parlé et on va désormais écouter le témoignage de Sabrina Krief, primatologue et professeure au Muséum d'histoire naturelle, nous parler du comportement de ces animaux à l'égard de l'homme dans les réserves protégées, mais aussi de l'impact de l'activité d'observation et de photographie sur l'économie locale ainsi que sur la préservation des espèces. Alors, les grands singes et notamment les chimpanzés et les gorilles, qu'on peut, approcher dans les aires protégées, les parcs nationaux, la plupart du temps sont habitués à la présence humaine. C'est-à-dire qu'ils tolèrent, hein, d'être approchés par des humains, alors que, de façon générale, en fait, ils ont tendance à fuir quand des humains les approchent puisque, ils sont, sujets à un braconnage intense à peu près, partout, en Afrique où ils vivent. Et donc, pour pouvoir les approcher, il faut gagner leur confiance et c'est un procédé qu'on appelle l'habituation. Donc qui peut prendre, soit quelques mois, quelques années pour les gorilles, mais pour les chimpanzés, c'est beaucoup plus long, et ça peut prendre 10 à 15 ans, voire, ne jamais marcher. Parce qu'en fait, certains chimpanzés ont des peurs paniques, notamment quand la pression de braconnage est extrêmement forte. Donc, pour les scientifiques, en fait, pour pouvoir les observer d'assez près, toujours en gardant bien sûr des distances, hein, on garde toujours 10 mètres de distance avec eux. Il n'est pas question de les toucher ou d'interagir avec eux. Il faut en fait, par la répétition
des contacts visuels, gagner en fait leur confiance, hein, ce qui est pas toujours évident. On n'utilise absolument pas de nourriture et surtout, on n'utilise pas d'artefacts. Par exemple, on ne les appelle pas, on n'attire pas leur attention. C'est simplement avec de la patience et beaucoup de répétition et de temps passé sur le terrain qu'on arrive à les approcher. Alors, dans la plupart des cas, l'observation et la prise de photos de grands singes est bien organisée, bien encadrée. Et donc, évidemment, c'est une expérience formidable. Mais il faut être sûr et bien suivre les consignes, justement pour ne pas perturber les grands singes. Et donc, par exemple, même si un chimpanzé ou un gorille s'approche de soi, alors qu'on est en train de prendre des photos, même ça peut être parfois par derrière, alors qu'on ne s'attend pas à ce qu'un autre individu soit derrière nous. Là, il faut absolument montrer de l'indifférence, se retourner, même si un jeune chimpanzé, par exemple, semble avoir envie de jouer. Là encore, il faut essayer de rester le plus calme et le plus indifférent possible et pas susciter en fait le contact. Quand toutes ces quand les voyages sont bien organisés, quand l'observation est bien encadrée, ça peut avoir vraiment un rôle positif pour la conservation des grands singes, puisque ça génère des revenus pour les populations locales qui sont impliquées et dans le suivi et dans le travail de guide, mais aussi dans toutes les infrastructures qui peuvent être autour, à savoir les lodges. Et puis, souvent, des routes sont construites pour accéder à des endroits qui sont parfois relativement reculés. Il peut y avoir aussi des dispensaires qui sont mis en place, les écoles sont plus nombreuses. Donc, dans la zone en Ouganda, par exemple, où le tourisme de vision des gorilles est développé, l'impact est vraiment positif sur les populations locales. Et d'ailleurs, c'est la seule population de grands singes qui est actuellement en augmentation et qui a probablement été sauvée par ce tourisme de vision des grands singes. Il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est la façon dont les photos sont diffusées. Ce qui est très important, c'est de diffuser des photos des animaux qui sont sauvages et donc de ne pas se prendre en selfie soi-même avec les grands singes, que ce soit les chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans, parce que en fait, ces selfies suscitent l'envie de certaines personnes qui peuvent penser que ces animaux peuvent être des animaux domestiques, familiers, et qu'on peut les avoir avec soi. Il y a un énorme marché du braconnage qui est toujours en cours et développé, et les selfies contribuent vraiment à ça. Donc il faut absolument refuser de partager sur les réseaux sociaux toute photo de jeunes chimpanzés dans les bras, à côté d'humains, ou parfois dans les centres de réhabilitation, par exemple, avec les orang-outans, où sont proposés de prendre des photos à côté des orang-outans. Il faut absolument se réfréner et ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est ultra intéressant tout ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de choses, mais ça va surtout à contre-courant de ce qu'on pourrait penser parfois, surtout si on regarde des documentaires sur Jane Goodall, on en a parlé. Elle était pionnière, elle n'a pas tout bien fait quand même. C'est-à-dire qu'au départ, elle a donné de la nourriture, elle a beaucoup pris les chimpanzés dans les bras. Donc ça, on est d'accord, il faut pas le faire. Bah, évidemment. Après, Jane Goodall l'a dit, c'est la première à l'avoir dit, en fait. C'est elle qui a dit: «J'ai fait ça, il faut surtout pas le faire», en fait. Voilà. Donc parce qu'elle s'est rendue compte que, une communauté de chimpanzés a des règles, qui sont des règles sociales, des règles qui sont quand même assez complexes, et dès qu'on commence à mettre de la nourriture au milieu, et donc ils vont plus aller chercher de la nourriture, ou ils vont jouer sur d'autres choses comme la force et autres, ça va tout dérégler. Elle s'est rendue compte de ça, elle a dit: «Stop, en fait, faut pas le faire», et toutes les générations qui ont suivi, plus personne n'a nourri de chimpanzés. Et on le rappelle, on l'a bien compris, les selfies, c'est non. Les selfies, c'est non. Alors, il y a En une tout cas, pas avec exception, les chimpanzés. sauf si le singe le fait lui-même. C'était arrivé il y a quelques années. Ouais. Ouais. C'était un piège. Hein. C'était un piège photo. Bon, il est question de photographie animalière pour aller à la rencontre de ces animaux sauvages. Sébastien, c'est pas une histoire d'affût, comme on a pu l'évoquer 1000 fois, Benjamin à ses micros, c'est une histoire d'approche. Oui, tout à fait.
Sur les visites aux gorilles, c'est extrêmement encadré. Donc, l'approche, vous suivez les guides. En fait, ils font une rotation, c'est-à-dire qu'il y a du personnel en permanence avec les gorilles, sauf la nuit. Donc, les gorilles montent le matin, les touristes montent le matin, retrouver les animaux et les pisteurs sont déjà au contact parce qu'ils savent la veille où ils ont fait leur nid pour la nuit. Donc, vous n'avez pas trop d'incertitude pour trouver les animaux en général, encore qu'ils peuvent se déplacer assez fortement pendant l'ascension, ça peut arriver. Et une fois que vous êtes au contact, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que pour présenter une silhouette la moins menaçante et la moins intrigante possible, vous abandonnez vos bâtons de marche, vos sacs photos, il faut tout laisser sur place. Et donc, il faut être en capacité de garder un minimum sur soi. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'être pris, de prendre le matériel et puis on est aux animaux, il se met à tomber des cordes et le poncho il est sur le sac qui est à un quart d'heure derrière, qu'il n'est pas question d'aller récupérer, donc on reste un quart d'heure sous la flotte avec tous les équipements. Donc l'approche se fait essentiellement à travers les guides. Maintenant, on constate souvent, enfin moi je l'ai vu au Rwanda, en Ouganda je pense que c'est pareil, j'avais discuté avec un guide et il était monté 3500 fois au gorille. Donc sur 3500 fois, vous pouvez dire qu'il y a forcément une déviation de la norme, il y a une habituation qui se fait, y compris de la part des gardes. Et il y a des fois, s'il y a des choses qui me semblent vraiment bizarres, parfois ne pas hésiter à le dire, parce que les guides, ils n'ont pas les yeux à 360, ils peuvent se laisser aller à faire, à digresser ou à moins bien surveiller, ou à laisser faire des choses qui ne devraient pas se produire. Donc ça m'est déjà arrivé une fois ou deux d'être proactif, voire d'encadrer une fois pendant un déplacement. Les animaux nous avaient coupé la route, les guides étaient partis, on les voyait plus. On avait 2 touristes derrière nous qui étaient un peu en panique. Bon, faut être proactif pour gérer la situation. Donc, on est très encadré, mais il y a des imprévus, il y a toujours des imprévus possibles pendant ces visites-là. Est-ce qu'il y a une nécessité de discrétion? Est-ce qu'on utilise pardon, du camouflage? Est-ce qu'il faut faire attention à son odeur ou pas? Absolument pas. Il faut quand même bien imaginer que les grands singes sont intelligents. On dit souvent de façon très très grossière qu'ils ont la cognition d'un enfant de 5 à 6 ans. Ils ont les mêmes sens que nous, ils voient la même chose que nous, ils sentent la même chose que nous, ils sont dans l'environnement. Nous, on n'est pas du tout dans un environnement qui est maîtrisé et connu. Donc, s'ils ne veulent pas être vus, ils ne seront jamais vus. Et ils sont très mobiles sur un territoire. Donc, si vous posez un affût, au bout d'un moment, ils vont repasser, mais vous ne savez pas trop quand. Donc, la plupart des approches se font, c'est pour ça qu'elles se font sur des groupes habitués où les animaux acceptent la présence. Et il y a toujours des contrôles en cas de maladie la veille ou par exemple, si on va au gorille le lendemain, on se sent pas très bien, on n'y va pas? Comment ça se passe? Parce que quand on a investi des milliers d'euros, c'est un peu le voyage de sa vie, peut-être la première fois, il y a quand même cette loterie qui existe? Bah oui, après, normalement, si vous êtes malade et que vous allez voir le parc et leur dites, voilà, je suis malade, ils vont vous donner un permis pour un autre jour. Donc, c'est important évidemment de le signaler. Je dis aussi bien sur les touristes que nous, dans notre camp de recherche, évidemment, on ne va jamais voir les chimpanzés quand on est malade et nos assistants ne vont pas voir les chimpanzés quand ils sont malades. Malgré la distance, hein, qui est à Malgré la respecter, mais parce distance, qu'on contrôle bien pas sûr, s'il bien vient, sûr. si l'animal vient, bon. Voilà, et très souvent, vous pouvez très bien avoir un chimpanzé qui passe à 1 ou 2 mètres à côté de vous, donc même si vous l'évitez. J'ai compris aussi que l'accessoire photo indispensable dans ce genre de situation, c'était un masque FFP2. La majorité des photographes ou des scientifiques sont masqués Tout le temps. tout le temps, Tout en le temps. permanence. C'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est la norme. On va plus voir les chimpanzés, on ne va plus voir les gorilles sans masque. Donc la question, elle se pose plus de dire est-ce que j'ai le masque ou est-ce que j'ai pas le masque. Alors voilà, donc c'est plus du tout c'est ce qui est préconisé. Oui, j'allais dire, et maintenant c'est respecté parce que pendant très longtemps, le Rwanda a refusé les masques. Ouais. Alors, c'est du masque chir, hein, c'est pas du FFP. Et une chance parce que sinon on mourrait avec l'altitude. Mais pendant très longtemps, ils ont refusé les masques parce que ils avaient beaucoup de touristes américains, ils voulaient pas faire peur aux Américains. Moralité, alors c'est là où il y a le plus de visiteurs qui montent, mais c'est là où les taux d'infection respiratoire chez les groupes de gorilles étaient le plus élevés aussi. Et depuis le Covid, il n'y a plus débat, tout le monde a mis les masques. Voilà, Et exactement. Si on peut c'était trouver des terminé. conséquences positives, c'est pas plus mal. Ouais. Et quelle attitude vous adoptez quand vous êtes au contact en tant que photographe? Vous êtes statique? Vous êtes sur vos gardes? Est-ce qu'il y a des moments où ça peut être dangereux? Est-ce que vous avez toujours un œil ouvert et un œil dans le viseur? Comment ça se passe? Alors, nous, pour ce qui est de Sabrina et de moi, avec les chimpanzés que l'on suit depuis de nombreuses années,
évidemment, on est toujours vigilant. On est surtout vigilant si on a des étudiants, des jeunes étudiants qui nous suivent, où là, on leur demande de respecter des règles, qui est de ne pas faire de gestes brusques, de ne pas s'écarter, de pas couper le groupe en deux, tout ça. Maintenant, quant à nous, non, on est très confiant des chimpanzés, de l'attitude envers les chimpanzés, parce que simplement, on fait attention à ce qu'on fait. On va pas faire de grands gestes, on va jamais bouger trop rapidement. On fait très attention également à ne pas avancer de façon trop rapide. Alors, il y a des anecdotes assez drôles, c'est que parfois, comme je vous disais tout à l'heure, les chimpanzés s'allongent au sol. Et donc quand le groupe est un petit peu éparpillé, il nous arrive d'avancer et de pas voir un chimpanzé qui est au sol. Et on a un des mâles chimpanzés qui fait toujours un petit bruit comme ça, qui fait hmm, et qui, juste pour dire je suis là. Et parfois, on était vraiment à 1 mètre de lui, on l'avait pas vu, il nous a fait hmm. Et là, on s'est dit, ah, bah, il est juste devant. Il prévient, c'est Voilà, sympa. je suis là. Donc, on fait. Voilà. Et puis après, c'est vrai que ça dépend beaucoup des individus parce que certains ne sont absolument pas dérangés si on arrive près d'eux par inadvertance. Donc, voilà. Mais là, on parle du comportement donc vis-à-vis des sujets photographiés. Néanmoins, quand on est en forêt, il y a d'autres dangers avec plein de circonflexes, hein. Enfin, je veux dire, il y a des reptiles, mais il y a aussi des éléphants de forêt. De Alors, plus en plus. On va en ouais. parler avec Thomas Nicolon la semaine prochaine. Et ça, c'est des rencontres qui peuvent être particulières, surtout à pied. Alors, nous, c'est vraiment le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'éléphants, des éléphants de forêt, des éléphants de savane et des hybrides. Voilà, parce que c'est des éléphants qui sont venus du Congo, d'autres qui sont venus des parcs de savane. On a énormément d'éléphants. Il y a entre 8 et 900 éléphants dans le parc national de Kibale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a heureusement une équipe d'assistants qui anticipe un petit peu et qui arrive à les voir, mais il nous est arrivé très, 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 très souvent de devoir déguerpir très vite. Et le terrain étant une forêt d'altitude, avec beaucoup de rivières, beaucoup de montées, de descentes un peu partout sur le parc, dans l'endroit où on est, c'est sûr que c'est dangereux. Voilà, donc faire attention, c'est le plus important, essayer d'observer, et puis surtout ne pas, entre guillemets, provoquer tout ça. C'est-à-dire que évidemment, dès qu'on va voir des éléphants, dès qu'on va les observer, s'ils sont assez loin et que je peux les prendre en photo, je vais prendre quelques photos, mais on va tout de suite revenir en arrière et reculer. Et depuis quelques temps, alors on pose beaucoup de caméras trappes, nous, en forêt de Sébitoli, et depuis quelques temps, on a eu des nouvelles espèces, on a eu des hippos qui sont arrivés. Donc, on a des hippos dans la forêt de Kibale. Très territorial aussi, ça, c'est dangereux. Voilà, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, on en a observé quelques-uns, et il y a un Ougandais qui est décédé, alors pas de notre équipe, parce qu'on est vraiment en bordure de parc. Et donc, on a retrouvé son téléphone, et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait essayé de se faire un selfie. Dommage. Il faudrait désactiver la fonction, en fait, quand tu arrives dans certains pays. C'est fou. Voilà. Sébastien, les gorilles, c'est des animaux hyper impressionnants qui ont une musculature absolument délirante. Un gorille vénère, j'imagine que c'est pas cool. On a tous vu King Kong. Il y a des situations un peu stressantes comme ça ou pas? Non, on va dire que dans l'ensemble, les gorilles ont une façon assez claire d'avertir. Ils vont pas charger comme ça gratuitement, même Ok. s'il y a un souci. Il y a toute une séquence qui est assez stéréotypée en fait avant le On a des passage signaux à la d'alerte. charge. Oui, tout à fait. Il y a des vocalises, il y a un comportement, il y a un certain nombre de choses. Une fois, je me souviens qu'à Ouzibéga, on n'était que tous les deux. Les guides cherchaient un doigt argenté qui était dans un gros pack de végétation. On l'entendait vocaliser. Et les gars voulaient absolument le situer. On leur disait, non, mais on a le temps, il n'y a aucun problème. Donc le gars, il essayait avec une branche de baisser pour essayer de voir où était l'animal. Et puis on entendait les vocalises qui devenaient de plus en plus précises. Moi, je me suis fait voir, j'étais en train de changer d'objectif en me disant, c'est bon, il y a le droit. Et effectivement, au bout de 2 minutes, 3 minutes, le doigt argenté fait une charge d'intimidation de 3 mètres, histoire de dire, oh, ça c'est chez moi. Et Ça vous calme. touchez. Voilà, ça calme. Mais encore une fois, il y avait pas de surprise. Le pisteur a un peu trop poussé. C'est souvent le problème que peuvent avoir les pisteurs avec les touristes, c'est-à-dire que si la visite est exceptionnelle, il y a des pourboires. Gorille garanti, quoi. ça. Ouais. Et donc voilà, la déviance de la norme, elle vient souvent de là en fait. C'est-à-dire que c'est quand même aussi leur gagne-pain. Et si c'est absolument inoubliable, il y a des dollars qui vont tomber à l'arrivée, quoi.
C'est quoi les types d'images que vous cherchez? C'est des portraits, c'est des scènes de vie, c'est des regards, c'est autre chose, c'est quoi? Bah, c'est un peu tout ça, c'est des scènes de vie, c'est illustrer vraiment la vie du chimpanzé. Donc ça va être, aussi bien d'essayer de faire des photos d'intimidation, des photos de où il se nourrit, des photos également d'échanges entre eux parce qu'ils se grooment, donc ils s'épouillent beaucoup, hein, les chimpanzés. Et d'ailleurs, suivant l'endroit où vous êtes, ils ne s'épouillent pas de la même façon. Dans le parc national de Kibale, ils font ce qu'on appelle un hand clasp, c'est-à-dire que la main, elle est au-dessus, au-dessus de la tête et ils s'appuient l'un sur l'autre pour aller s'épouiller sous les bras. Et là, il y a que dans cet endroit-là qu'ils le font. Donc c'est assez drôle, c'est ce qu'on appelle une culture, hein, chez les chimpanzés. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes à observer, à photographier. C'est d'avoir un chimpanzé qui utilise un outil également, ou qui essaye de séduire une femelle chimpanzé, parce que alors à ces Bitoli également, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des feuilles et qui mâchent et qui recrachent, en fait. Et donc ça, c'est pour dire à la femelle, bah écoute, si tu veux, moi je suis OK. Et ça, c'est à cet endroit, mais ça peut être un autre comportement pour exprimer la même chose ailleurs. Exactement. Hein. Ouais, ouais. C'est ça. Certains secouent des branches, Ouais. voilà, ou d'autres font juste une petite, voilà, ils miment l'accouplement pour appeler les femelles. Donc c'est voilà. Et ça danse aussi les chimpanzés, non? Sous la pluie. Alors, il y a les C'est une danses de légende. la pluie. Alors non, c'est pas une légende, ça a été décrit par Jane Goodall, et nous l'avons vu, alors très rarement, et on l'a vu. Alors c'est, quand il se met à pleuvoir, quand l'orage devient assez fort, ils font comme une intimidation, mais un peu au ralenti. Donc c'est-à-dire qu'ils se mettent sur les 2 pieds, et qu'ils sont en train de bouger les branches, mais pas comme une intimidation, beaucoup moins fort, beaucoup moins rapide. Voilà, et c'est ce qu'on appelle, la danse de la pluie. C'est très beau, très compliqué à prendre en photo. J'ai quelques photos de danse de la pluie, mais c'est vraiment très rare parce qu'évidemment, qui dit danse de la pluie dit, ciel bien couvert, donc voilà, et pluie évidemment. Donc noir et blanc, on fait comment Bah, on essaye de pousser les ISO, hein. Pas trop, hein? Quand même. On pousse et puis on essaye de faire ça. Pardon. Est-ce qu'on se lasse pas au bout d'un moment de photographier les grands singes? Je veux dire, quand on y va, on y retourne tous les ans comme c'est ton cas ou très régulièrement. Est-ce qu'à un moment, finalement, on n'a pas les mêmes types de photos? Alors non, pour 2 raisons. La première, c'est que je photographie des individus, donc les individus changent. Est-ce que tu poserais la même question à un portraitiste? Il te dirait: «Bah non, en fait, chaque Je individu». pense Non, mais à des un- photographes qui vont tout le temps au bord des terrains photographier des matchs de foot où il y a tout le Ouais, temps un peu la même ou action, des etc. influenceurs qui photographient leur bouffe, des trucs comme ça. Oui, alors ça, Oui, alors Ça fait un peu chier, quoi. franchement, les chimpanzés ne font jamais la même chose, jamais au moment où on s'y attend en plus. Donc très souvent, si vous, quand on part sur le terrain, quand je pars sur le terrain et je me dis: «Tiens, il faut absolument que je photographie ça», eh ben, c'est sûr que je vais pas le faire. Je vais faire autre chose que je voulais photographier il y a quelques années. Donc je n'ai pas tout, même si j'ai des plus de 100 000 images de chimpanzés, je n'ai pas tout. Donc non, c'est vraiment nouveau. Et puis si on reparle 2 secondes matos, le matériel qui est à disposition aujourd'hui a vraiment révolutionné, la photographie. Moi, je disais tout le temps, photographier les chimpanzés en forêt tropicale, c'est un métier de fainéant parce qu'on commençait à travailler à peu près à 9h30, 10h, là où la lumière commençait à passer, et on s'arrêtait vers 16h. Aujourd'hui, on commence à 6h30, 7h, et puis on va se coucher parce qu'on est crevé quand même. Donc, Ouais. donc voilà, donc les journées sont... Nous, on part très tôt, on part à 5h30 le matin, on peut rentrer tard le soir, on peut faire des photos à tous les moments. le prédéclenchement, par exemple, parmi toutes les technologies, c'est un truc utile sur les grands singes? Alors, c'est utile, il faut réussir à l'appréhender un peu. Ça peut être très utile, mais pour quelque chose de précis, en fait. Quand vous attendez vraiment un comportement précis à avoir, sinon, c'est voilà, pas forcément, on va dire, c'est pas forcément le plus intéressant. Bon. Alors, pour finir notre discussion, on va parler un peu des solutions qui existent pour aller sur le terrain, à la rencontre de ces animaux sauvages extraordinaires. On n'est pas tous mariés à des primatologues ou à des responsables de parcs zoologiques. Nous avons échangé avec Hervé Fourneau d'Objectif Nature et il nous raconte les expéditions qu'il organise pour aller à la rencontre et photographier ces grands singes. Alors,
pour aller à la rencontre des grands singes, il y a des terrains, des territoires, on va dire, privilégiés aujourd'hui, qui tournent autour de la région des Grands Lacs en Afrique pour aller voir les chimpanzés et les gorilles. Donc ça réunit, on va dire, deux pays essentiels que sont le Rwanda et l'Ouganda, où on organise des sorties pour aller à la rencontre des animaux. On est encadré, alors c'est dans les parcs nationaux, hein, c'est très bien encadré puisque le but reste toujours d'éviter le dérangement et de permettre aux animaux j'allais dire, de vivre tranquillement. C'est vrai que c'est organisé, c'est plutôt bien fait et ça c'est important. Alors, pour aller voir les orang-outans, évidemment, c'est l'Asie, donc l'Indonésie, la Malaisie, ou de la même manière, nos sorties sont organisées avec des guides spécialistes locaux. Hein. On s'appuie sur leurs compétences, on s'appuie sur leurs connaissances, on s'appuie sur les règles que l'on doit respecter pour, encore une fois, minimiser l'impact que l'on peut avoir. Donc, c'est souvent des petits groupes voilà, encadré par des rangers et l'approche se fait dans des conditions spécifiques à chaque pays et à chaque réserve, hein. Alors celui j'allais dire, qui plaît le plus, c'est celui qui permet de voir les 2 espèces majeures en termes de grands singes, c'est la gorille et chimpanzé, quelque chose que l'on organise très régulièrement en Ouganda. L'Ouganda a cette chance de nous proposer des endroits qui nous permettent d'approcher ces 2 espèces et comme ce sont des approches différentes et des espèces différentes, c'est aussi très intéressant de les voir dans leur environnement naturel et puis de se rendre compte que certes, ce sont des grands singes, mais qui sont extrêmement spécifiques. Chaque espèce fonctionne de manière différente. Et c'est la raison pour laquelle on s'appuie sur un guide local qui nous explique un certain nombre de choses, même si nos accompagnateurs, puisque nous, chez Objectif Nature, on a une orientation observation et photographie de la faune sauvage. Notre accompagnateur photo est un spécialiste et quelqu'un qui est, j'allais dire, très pédagogue, puisque la prise de vue des animaux, c'est pas toujours simple, c'est même souvent compliqué. Et en l'occurrence, ces animaux vivent très souvent en forêt, même si parfois on peut avoir la chance de les observer dans les milieux ouverts. La prise de vue d'animaux, en plus de ça, sombres, en forêt, nécessite d'écouter un accompagnateur qui va vous permettre d'améliorer les images et de revenir avec des photos qui vont permettre d'ailleurs d'avoir des souvenirs assez extraordinaires puisque même si j'ai eu la chance de parcourir un peu la planète, rencontrer notamment les gorilles à pied, hein, puisque c'est une approche à pied, que ce soit pour les gorilles ou les chimpanzés, c'est un choc émotionnel extraordinaire. Alors c'est très organisé, hein. Pour les gorilles, la visite, la rencontre, c'est environ 1 heure en présence du groupe. Voilà, les chimpanzés, selon les lieux, ça peut être un petit peu différent. Donc c'est vraiment cadré et donc pour ces raisons-là, si je puis dire, on n'a qu'1 heure entre guillemets pour les observer parce que d'abord on les observe, c'est fascinant et après on se dit: «Ah oui, mais je vais prendre des photos» et l'heure, elle passe à une vitesse supersonique. C'est la raison pour laquelle nous, chez Objectif Nature, on y va on fait une deuxième sortie le lendemain ou sur le lendemain, peu importe, de manière à ce que la deuxième sortie soit vécue de manière plus, j'allais dire, plus calme, voilà, avec autant d'émotions, mais en ayant eu déjà une première expérience d'1 heure, voilà, on est un petit peu plus concentré sur ses observations, on est un peu plus concentré sur sa prise de vue et le résultat est évidemment bien meilleur. Bon, ça donne, clairement envie. C'est un vrai budget, hein. On va pas se on va pas se mentir, ce genre d'expédition, ce genre de voyage. Est-ce qu'on peut imaginer, préparer un truc comme ça soi-même, prendre un billet d'avion, louer une caisse et improviser sur place? Ou c'est inenvisageable? Ah, c'est inenvisageable pour les gorilles. De toute façon, il faut réserver des mois à l'avance pour avoir un permis, donc c'est inenvisageable. Et pour les chimpanzés, c'est à peu près la même chose. S'il faut réserver le permis, je pense, un petit peu, on n'a pas besoin de s'y prendre tant de mois à l'avance, quelques mois, mais pas davantage.
Sinon, non, c'est inenvisageable. Vous pouvez quand même organiser un voyage par vous-même. En Ouganda, c'est assez facile, mais pour les permis, il faudra de toute façon passer par une Une agence. agence locale, ouais. Et quelles sont les meilleures destinations? On parle du Rwanda, l'Ouganda, on a parlé de la RDC où il y a quand même souvent des conflits. Qu'est-ce que vous conseilleriez? La RDC aujourd'hui et les Virungas sont fermés. Le PNKB au sud doit rester accessible en ce moment, mais ça reste quand même incertain. Donc, si vous planifiez un voyage 6 à 10 mois à l'avance, qu'est-ce qu'il en sera de 6 à 10 mois? Voilà, c'est la RDC, on peut difficilement la conseiller aujourd'hui. Je pense que pour l'observation des chimpanzés, c'est l'Ouganda, parce que moi, on a été les voir plusieurs fois à Nyungwe, au Rwanda. Bon, vous les voyez, mais ils sont en l'air et vous les voyez pas tous les jours. Nous, il y a eu des jours, on a marché 8 heures, on les a même pas entendus, alors qu'en principe, un groupe de chimpanzés, dans la journée, on l'entend, quoi. Donc oui, l'Ouganda, comme disait Hervé, c'est quand même le combo parfait parce que vous avez des grands singes. Si vous voulez, vous avez d'autres choses autour. Et financièrement, ça reste les plus accessibles que le Rwanda en plus. Mais l'Ouganda, c'est stable politiquement d'ailleurs. Il n'y a pas d'interférence parfois entre le politique, le climat politique, ce que vous faites sur place avec ta femme Sabrina. Moi, j'ai des souvenirs assez terrifiants du film Le Dernier Roi d'Écosse avec Forest Whitaker. Bon, c'était sur la dictature d'Amin ouais. Dada, hein, c'est ancien, mais C'est stable, c'est stable. Après, il y a quand même des factions rebelles qui rentrent en Ouganda. Il y en a une, on n'en parle pas beaucoup, il y en a une il y a une semaine dans la région dans laquelle on est. C'est stable. Alors, il y a le même président depuis 1986. Donc bon, voilà, je ne vais pas dire... élu à 99%. Voilà, il y a une élection qui est prévue... C'est très stable, du coup. Voilà, il y a une élection prévue le 12 janvier prochain. Bon, c'est stable en tout cas. Vous pouvez réserver un voyage sans trop de risques. Après, bon, ça reste. Il faut quand même faire attention moi, je dirais, il faut surtout faire attention dans la capitale, plus que oui, quand vous ça êtes en c'est forêt. valable pour beaucoup Voilà. de destinations. Mm. Oui. C'est quoi le budget, Sébastien, qu'il faut mettre de côté pour un beau voyage comme ça, à C'est ton avis? extrêmement variable. Toutes les dernières fois, on a pu y aller. Nous, c'était au Congo. Donc, en plus, comme il y avait une collaboration, des fois, les permis étaient beaucoup moins chers. On avait des permis gorilles à $400 pièce et on les a touchés plusieurs fois à mi-tarif parce ils avaient du mal à attirer du monde. Donc du coup, c'était relativement abordable. Le Rwanda est devenu intouchable depuis plus de 10 ans. C'est $1 500 le permis. Et l'Ouganda, $1 500 pour une heure? Pour une heure par personne. Et l'Ouganda, c'est $800, je crois. C'est ça, $800 à peu près. Ouais. Donc ça reste le combo le plus abordable avec toutes les précautions nécessaires. Ouais. Puis à ça, c'est donc le transport, l'hébergement, les guides, j'imagine. Ouais. En fait, les pourboires. Tout dépend si vous passez par un organisme comme Hervé, par exemple. Vous aurez tout d'organisé, donc forcément vous payez, C'est prémâché, quoi. Ce service-là. Si vous êtes en indépendant et que vous voulez faire 2 visites gorilles, 2 visites chimpanzés, ouais, vous pouvez vous en sortir, aller avec le billet d'avion, vous prévoyez à l'avance 5 000 à 6 000 euros, 6 000 peut-être, 6 000 à 7 000. Voilà, parce que l'hébergement sur place n'est pas excessif, mais voilà, il y a toute l'infrastructure derrière. Puis n'oubliez pas de passer nous voir pour acheter un bon appareil photo, sinon vous n'allez pas avoir de souvenirs. Pour rajouter 6 000 Passer balles vous voir sur en la Ouganda. Ok. Oui. Non, objectif Bastille, donc oui. Voilà, exactement. Bon, c'est des budgets qui sont pas accessibles, évidemment, à beaucoup de monde. Si on n'a pas les moyens de se rendre sur le terrain, est-ce que tu aurais des recommandations, Sébastien, de parcs, alors en France ou en Europe, qui sont particulièrement agréables et respectueux de ces animaux pour aller les observer et les photographier, évidemment? J'ai envie de vous dire que toutes les installations ont leur bon et leur moins bon côté. Ouais. Voilà. Allez là où c'est le plus près de chez vous déjà. Si vous avez l'occasion de pouvoir y aller souvent ou de répéter les visites, c'est comme ça qu'on apprend à les voir, comme ça qu'on apprend à les connaître. Et pour moi, ça reste de loin préférable. Comme disait Jean-Michel tout à l'heure, l'important, c'est la durée de temps, le temps que vous allez passer avec ces animaux. Même en parc zoologique, vous ne verrez jamais 2 fois la même chose. C'est une famille qui est en train de vivre. Vous allez voir des choses, ça va aller venir. Si vous pouvez répéter les visites, donc jouer sur la proximité, c'est mieux. Après, évidemment, dans l'Ouest, il y a la vallée des singes qui offre d'assez bonnes conditions, mais qui n'est pas ouverte toute l'année. Notamment pour les gorilles, vous avez des bonnes approches. Sinon, allez là où c'est proche de chez vous. On va dire que ne serait-ce que pour le bilan carbone, ça sera mieux. Allez, on va conclure là-dessus. Merci Jean-Michel et merci Sébastien pour toutes vos explications.